Bonjour, donc une petite vidéo pour ceux qui étaient absents à la classe virtuelle de ce matin. La semaine dernière, nous avions vu comment on avait découvert donc, la composition de l'atmosphère primitive, comment elle s'était formée. On avait vu que l'eau avait contribué donc, à former les océans, donc il n'y en a quasiment plus dans l'atmosphère. Mais nous avons beaucoup d'eau liquide. Par contre, alors le CO2, une fois que l'eau était présente, l'eau liquide présente, le CO2 a pu passer sous forme de roches carbonatées par précipitation, et puis ensuite le phénomène s'est accéléré avec les êtres vivants. Deuxième gros problème, donc d'où vient le dioxygène? Comment est-on passé d'une atmosphère réductrice à une atmosphère oxydante? Comment est-ce qu'on a pu retrouver des traces de dioxygène dans l'atmosphère, puisqu'on n'a pas du tout évidemment d'échantillons de l'atmosphère de l'époque? Comment est-ce qu'on en a pu en déduire qu'il y avait du dioxygène dans l'atmosphère, à partir de quand, et puis comment est-ce que ce dioxygène est arrivé là? Eh bien, on se penche sur ce qu'on connaît actuellement. Donc on sait que sous des climats tropicaux, équatoriaux, là il y a une pluie abondante, beaucoup d'eau, les sols qui contiennent du fer prennent très vite une teinte rouge, c'est-à-dire qu'ils sont oxydés en présence du dioxygène qui est dans l'air. Il y a formation d'oxyde et d'hydroxyde ferrique, donc hématite, goethite. Dans tous ces minéraux, le fer donc, est sous forme oxydée, Fe3+. Ici, une petite expérience dans le livre qui vous montre quelles sont en fait, qu'il y a deux conditions absolument indispensables à l'oxydation du fer. Ces expériences vous montrent que quelle que soit l'eau, ici ça marche, eau salée, eau du robinet, eau distillée. Par contre, alors l'eau bouillie, ça ne marche pas, condition qu'elle soit vraiment coupée de l'air, qu'on n'ait plus l'interface air-eau. Donc une eau bouillie, c'est une eau qui est très pauvre en dioxygène, a priori. Hein. Donc il vous faut de l'oxygène dans l'eau, en présence d'eau. L'eau est indispensable, c'est ce tube ici qui le montre, puisqu'ici on vous montre qu'avec un déshydratant, dans une atmosphère donc très sèche, le clou, même en présence de dioxygène, ne s'oxyde pas. Donc voilà, les deux ingrédients indispensables, c'est du dioxygène en présence d'eau. On a donc recherché donc, dans le monde des paléosols oxydés, c'est-à-dire des sols, des vieux sols. Alors des vieux paléosols, ça fait un peu pléonasme, mais les plus anciens paléosols oxydés, pour savoir quel était le premier à être oxydé, quel était le plus ancien. Donc pour dire à quel moment le dioxygène est arrivé dans l'atmosphère. Un des plus vieux paléosols de la planète, il se trouve en Afrique du Sud. Il y en a aussi en Australie, à peu près du même âge, en Amérique du Sud. Ils ont tous donc cette couleur rouge caractéristique et ce sont des dépôts continentaux. Ici, ce sont des dépôts fluviatiles. On avait vu l'an dernier des dépôts fluviatiles, hein, on avait vu le granoclassement, enfin les galets, l'orientation des galets, etc. Mais là, c'est pareil. Donc, ce sont des dépôts laissés par un fleuve il y a 2,5 milliards d'années. Ces dépôts sont oxydés, ça veut dire que l'eau des fleuves contenait du dioxygène. Il y avait du dioxygène dans l'atmosphère il y a 2,2 milliards d'années. Donc voilà, ici un peu expliqué le sens du courant. Ça, c'est une photo du même endroit, mais une photo touristique et non pas faite par un géologue. Bon, ça met plus en évidence la beauté du site. Alors, l'oxydation du fer nécessite du dioxygène. On retrouve des paléosols rouges, donc oxydés à partir de 2,3 milliards d'années, ce qui veut dire que l'atmosphère terrestre, on en a la preuve, contenait du dioxygène il y a 2,3 milliards d'années. Quelle est l'origine de ce dioxygène atmosphérique? Alors, actuellement, on sait que le dioxygène qui est dégagé dans l'atmosphère vient des êtres vivants, photosynthétiques, principalement donc le phytoplancton des océans. On imagine que à l'époque c'était pareil. Alors, pas forcément le phytoplancton, mais au moins des êtres vivants photosynthétiques devaient exister il y a, enfin même avant, hein,
2,3 milliards d'années. Donc on a recherché dans les plus vieilles roches terrestres des traces de vie et des traces de vie photosynthétiques. Les voilà, ces plus vieilles traces de vie, enfin ces vieilles traces de vie photosynthétiques. Alors c'est curieux, c'est un peu curieux. En voilà d'autres. Alors elles ont toutes les deux 2,5 milliards d'années, elles sont toutes les deux en Afrique du Sud. En fait ce sont des stromatolithes. Stromatolithes, donc ce sont, lithes ça veut dire cailloux, stromato en lame, on voit bien pourquoi on les a appelés comme ça, hein, des roches qui sont formées de lamelles entassées comme ça. Alors elles ont des formes en général plutôt arrondies. Voilà, voilà. Quand on les coupe, on voit à l'intérieur effectivement un empilement de lamelles de couleurs différentes, des plus claires, des plus foncées. Et en fait, on sait ce que c'est, on sait comment elles se forment parce qu'il y en a encore actuellement. Il y en a qui sont en train de se former actuellement. Donc là, on est en Australie, dans une mer, jolie mer, peu profonde, assez calme. Voilà, ici aussi. Et puis, quand on regarde à la surface de ces structures, qui ressemblent vaguement à des gros champignons, eh bien, en fait, il y a une substance un peu gélatineuse, verte, donc qui dit vert, dit photosynthèse, enfin chlorophylle. Ici, vous avez une bulle, en fait, c'est de l'oxygène qui est rejeté par ces êtres vivants photosynthétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces êtres vivants photosynthétiques ? On en reviendra là-dessus après. En fait, ce sont des cyanobactéries. Cyanobactéries, donc des bactéries bleutées, qui donnent une teinte bleutée. Elles peuvent être toutes seules dans des eaux, enfin dans des mares, mais elles peuvent former un tapis, voilà, au sommet de ces structures. Donc il n'y en a aucune à l'intérieur, là. Tout ça c'est de la roche en fait. Et au-dessus, on a cette espèce de petit tapis de cyanobactéries. Alors, comment ça se passe ? À la surface, vous avez les cyanobactéries qui font leur photosynthèse. Voilà, les filaments bactériens. Parce qu'il y a des particules qui sont dans l'eau, ou parce que, enfin on va le voir, grâce à la photosynthèse, ou à cause de la photosynthèse, il y a une précipitation de particules calcaires. Ce petit tapis de cyanobactéries va être recouvert petit à petit par des particules. Donc ça va former une lamelle plutôt claire, pauvre en filaments bactériens. Mais une autre strate de filaments va se former ici et ça va recommencer. Donc, si je reviens ici, on a à l'intérieur, donc ce qui fait l'alternance de ces lits clairs et foncés, ce sont ces étapes. Alors ici, on a un banc qui est, enfin une petite strate qui est blanc, plus riche en matière organique. Au-dessus, on a un niveau qui est beaucoup plus, qui contient plus de particules calcaires, on dit des niveaux de calcite. Voilà, où là, il y a eu une précipitation de particules calcaires. Alors, pour quelle raison ça a tendance à précipiter ? En fait, c'est l'activité, la photosynthèse de ces cyanobactéries qui va encourager cette précipitation. Cette équation, on la connaît, le CO2, de l'eau, ça donne des molécules organiques et rejette de dioxygène, donc c'est une simplification de la photosynthèse. On connaît également ceci, c'est une équation qui résume la précipitation de carbonate de calcium à partir donc des ions hydrogénocarbonate de calcium qui va se trouver dans l'eau, et il y a production d'une molécule de CO2 et d'eau. Le fait qu'il y ait des bactéries qui font la photosynthèse, il va y avoir une consommation de CO2. Le CO2 ici va diminuer, ce qui va déplacer l'équation vers la droite, donc encourager la formation, la précipitation de carbonate de calcium. Donc la photosynthèse consomme du CO2, si bien qu'elle induit donc localement la précipitation de carbonate. Donc c'est ainsi que les cyanobactéries vont être recouvertes régulièrement de particules de calcaire, d'où l'alternance des bancs.
Alors bon, ce qui nous intéresse plus, c'est de savoir depuis quand il y a production de dioxygène par les cyanobactéries, autrement dit, depuis quand on trouve des stromatolites dans les vieilles roches terrestres. Alors celle-ci vient du Québec, 2 milliards d'années. On avait vu que celle d'Afrique du Sud, 2,5 milliards d'années, est encore plus vieille. La gagnante, une des gagnantes, donc, est celle-ci. Afrique du Sud également, 3,5 milliards d'années. Alors, elle est moins jolie que les autres, évidemment, elle a 1 milliard de plus. Mais voilà, donc depuis qu'il y a, en gros, il y a des stromatolites depuis 3,5 milliards d'années, on en a la preuve, donc dans les plus vieilles roches terrestres. Ça veut dire que s'il y a des stromatolites depuis 3,5 milliards d'années, on peut supposer, sans trop se tromper, enfin voilà, d'après nos connaissances, on peut conclure qu'il y a des bactéries photosynthétiques depuis 3,5 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il y a une production de dioxygène dans l'eau depuis 3,5 milliards d'années. L'eau étant voilà, en interface avec l'air, il devrait y avoir du dioxygène dans l'air qui passe depuis 3,5 milliards d'années. Or, on le voit ici sur ce document, ici il y a production de dioxygène à partir de là, c'est là 3,5 milliards d'années. Bon, en réalité, c'est d'autres preuves montrent que ça a commencé depuis 3,8 milliards d'années. Bon, c'est pas grave. Donc les plus vieilles stromatolites ont 3,5 milliards d'années. Le dioxygène commence à être dans l'atmosphère, on a dit depuis moins 2,3 milliards d'années, donc par ici. Il y a bien un décalage d'environ 1 milliard d'années. Bon, au passage, on voit donc les débuts de la transformation de l'atmosphère, l'eau qui passe sous forme liquide, le CO2 qui précipite rapidement d'abord, voilà, précipitation chimique, et puis ensuite précipitation accélérée par l'action des êtres vivants, notamment les êtres vivants photosynthétiques. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce décalage entre le début de la production de dioxygène et le début de son arrivée dans l'atmosphère. Alors c'est pas une paille, hein, il y a au moins 1 milliard d'années. Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.